Apéro débrief, Game 4 des finales. Game 4, le quatrième. 2-2 au final. Il y a 2-2 entre les Pacers et le Thunder. La série repart à 2-2 à Oklahoma City. Et on a encore eu un sacré bon match. Oh putain. C'est bien, hein, franchement, on kiffe bien. À part le match 2, où vraiment le Thunder a vraiment écrabouillé et a mis une petite fessée à Indiana. Sinon, on est vraiment sur des matchs assez serrés, très serrés, voire. Et puis, ça se rend coup pour coup. Et en plus, ça fait 2 fois de suite, avec des issues différentes, mais ça fait 2 fois de suite le Game 3 et le Game 4, où on a des scénars, genre tu peux pas vraiment les voir venir. C'est impossible. C'est ça. C'est Ça, c'est impossible. quand même cool. Monter à bord de ces finales NBA 2025, combien de fois il faudra vous le répéter? 2-2, ça y est, OKC a fait le boulot nécessaire. Victoire 100-104. On va revenir sur tous les éléments de ce Game 4 exceptionnel avec cette phrase est réelle. Un money time des Pacers à domicile qui n'est pas géré comme il faudrait. C'était le genre pourtant de domaine dans lequel Indiana avait rafalé tout le monde depuis le début des playoffs. Tu ne joues pas face à Indiana dans le Money Time, normalement, ça c'est un petit peu là. J'étais en train de chercher quel autre. Il faudrait regarder, parce que là, j'étais en train d'y penser en même temps que tu parlais. Quel autre Money Time ils ont raté dans ces playoffs? Faut regarder contre les Knicks, je crois. Moi, je trouve que le Game 3 face aux Knicks où Karl Anthony Towns se vénère. Voilà. Je vais essayer de te retrouver ça. Mais t'as vraiment Karl Anthony Towns qui se vénère et tout. Là, je trouve qu'ils ont chié. Ah oui, bah, dans la colle. T'inquiète. Ok, il y a eu du Shai Gilgeous-Alexander qui a vraiment été clutch, qui a mis les gros paniers. 36-20 pour les Knicks dans un quatrième quart de match remporté de 6 points. Ouais, ça, c'était une violence. Ouais, c'est pas ouf ça. Mais donc, ouais, là, on va y revenir, mais il y a Shai qui s'est vénère dans le quatrième quart. Gros cadenas du Thunder et tout. Mais quand même, malgré ça, devant le match, tu vois bien qu'OKC fait vraiment le money time qu'il faut. Ah ouais. Mais tu vois bien aussi que les Pacers ne leur font pas du tout le money time qu'il faut. Exactement. C'est un truc de fou, vraiment. Plein de choses à devoir discuter avant ça. Le run en est la preuve. Hein. Évidemment, le run, on va parler de plein de choses avant ça. Je rappelle, si vous l'avez toujours pas pris, le cahier de jeu Trash Talk, il est là. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont pris. On le remet. Boum. En ce moment, c'est un petit peu le truc à s'offrir pour les vacances d'été, ma foi. Hein. Ouais. On vous en a parlé plein de fois. Il est dans le premier lien en commentaire épinglé. Match de fou. On va faire comme d'hab. On va monter un petit peu dans l'ordre. Alex, lorsqu'on a fait le débrief du Game 3, on avait dit OMG, quel match de vagues, de run. Tu nous disais notamment qu'on avait un très gros premier quart de KC, avec un très gros second quart des Pacers, avec un énorme troisième quart de KC, avec une démonstrada des Pacers dans le Money Time. Seul point commun entre ces deux matchs, il y a eu démonstrada dans le quatrième quart. De la part d'une équipe. Pas de la même équipe, mais il y a eu démonstrada. Et d'ailleurs, c'est des scores, je crois que c'était 32-18 Pacers le quatrième quart. Et là, on est à 31-17 Thunder. Oui. C'est vraiment pas avec les mêmes... pas avec la même façon de faire, mais c'est le même genre de démonstrada. C'est-à-dire que dans le quatrième quart du Game 3, les Pacers ont complètement imposé leur style de jeu avec de la grosse défense. Ouais. Et là, dans le quatrième quart du Game 4, le Thunder a imposé son style de jeu avec de la grosse défense. Et dans les deux cas, on a une équipe en face qui n'a pas su réagir et bim, ça dégage. Exactement. Je vous montre tout de suite la courbe de ce match avec, donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le replay. Ça se déguste si vous voulez. On avait un match notamment début dominé par Indiana. On a OKC qui arrive à mettre un petit plus 6 là. Dominé. Ils ont eu un premier écart dans le premier, mais t'es dur, dominé. Ils étaient là, le Thunder, hein, trouve pas? Je sais pas. Alors. Mais je veux bien ton... Bah justement, moi je trouve que je fais la courbe et après non, mais je rebondissais sur le terme. Alors on a Indiana en effet qui essaie d'imposer un peu son style. On a OKC qui arrive là. Il y a vraiment cette énorme vague là dans le troisième quart, tout à fait. Et ensuite le finish là qui est remporté. On va revenir dans le quatrième quart. Moi en fait si je parle de dominer, c'est que j'étais évidemment devant en direct et je le tweetais. Comme les gens le savent évidemment sur le compte Twitter de Trash Talk, il y avait plein évidemment de gens qui étaient devant, et que ce soit américains, français ou autres, etc. Si tu enlèves la barre de score qui est en bas, oui, ça c'est un peu compliqué. Je sais, mais si tu enlèves la barre, parce que là pour le coup c'était un ressenti unanime pour les gens qui étaient notamment devant le match, c'est normal, c'est si tu enlèves la barre de score qui est en bas, sur les 36 premières minutes, et évidemment, y compris le troisième quart, tu as clairement l'impression que Indiana domine le match. C'est-à-dire que dans le style de jeu, dans l'efficacité offensive, dans les bons plays défensifs,
on va revenir sur la combativité d'OKC qui a été énormissime pour rester dans le match et pas se prendre de blitz. Mais c'est fou parce que tu as le sentiment que Indiana est en train de prendre le contrôle total de la série. Il y a un truc vraiment qui se passe sur cette rencontre où, certes, OKC essaie d'être dedans, mais il y a plein de gens à la mi-temps, par exemple, qui se disent « Attends, on est à 2 doigts d'avoir une implosion d'OKC parce que Indiana joue mieux, fait mieux circuler le ballon. Rick Carlisle arrive à appuyer sur les bons boutons et on ne sait pas trop pour Marc Daigneault. En gros, c'est juste sur l'aspect ressenti. Et c'est ce qui explique d'ailleurs l'aspect, moi j'en ai vu avec des fans des Pacers, de désolation par rapport au résultat final. C'est que tu as le sentiment que sur les 3 premiers quarts-temps, Indiana est à ça de prendre le contrôle de la série et de se rapprocher à un match ça, c'est réalité. De remporter un titre de champion NBA. Non, mais c'est une réalité. En fait, c'est surtout, à mon sens, c'est surtout le 3e quart qui donne cette sensation. Oui. Dans le sens où, à la mi-temps, c'est vrai que Indiana joue mieux, joue plus collectif, fait mieux circuler la balle, fait plus ce qu'il faut quand il faut. Ils prennent déjà un premier petit écart sympa dans le premier quart, mais tout de suite, OKC, notamment sous la houlette de Jalen Williams, Énorme Jalen Williams. En fait, c'est le Thunder aussi, c'est pour ça que je vois ce que tu veux dire, et je pense que c'est le 3e quart qui donne vraiment beaucoup cette impression-là, parce que là, ça monte jusqu'à 10 points d'écart, et on a l'impression que 10 points d'écart, c'est énorme dans ce genre de match, alors qu'en fait, on a 2 équipes qui sont capables de faire des énormes comebacks. Mais on a l'impression que c'est énorme parce qu'en fait, on voit bien que les Pacers le grattent et tout d'un coup, dans le 3e quart, boum, il y a un blitz, il y a des gros plays défensifs, des gros 3 points qui tombent dedans. Il y a Obi Toppin qui en met 2 de suite, machin. Après, l'autre, il fait dunk ligne de fond, il y a plus 10. T'as l'impression que ça peut monter à genre 16, le public 18. est en feu et t'as surtout l'impression, genre, ça y est, les Pacers, ils leur ont mis la tête sous l'eau. Mais après, quand tu regardes dans la globalité des 3 premiers quarts, il y a le blitz, il y a l'écart qui est fait dans le 3e quart, indéniable, et honnêtement, les Pacers à ce moment-là, vers, je vais te redonner à peu près le timing, voilà. Il reste 30 secondes dans le 3e quart. Il reste un peu plus que ça, ça gratouille. Il y a plus 10, en tout cas, c'est le plus gros. Ça finit à 7, il y a 10, il y a 86-76 là sur ce dunk de, on est vers, il reste 3 minutes ou 2 minutes ou un truc comme ça, et on a la sensation que le Thunder est en place, les mains sur le volant. Enfin, c'est pas la sensation. Les Pacers, sont en place. Ont les 2 mains sur le volant. Ont un Obi Toppin qui sort du banc, qui est encore en train de faire des gros dégâts. Tout à fait. Encore un Siakam de gala. Ouais. Ont Haliburton qui est pas encore trop monté en régime, mais on se dit il peut le faire et tout. T'as un super Siakam et tout ça. Donc cet instant-là du 3e quart doit forcément laisser énormément de regrets aux Pacers parce qu'ils avaient le match. C'est pas une sensation, c'est ils l'avaient. Alors que sur la première mi-temps, la sensation est réelle de Pacers qui jouent mieux, qui sont là en plus dans le public pour eux. Dès qu'il y a un super play, le public il explose et tout. Mais en face, t'as des mecs comme Jalen Williams. On a beaucoup critiqué le début de match de Shai. C'est vrai, c'est pas aussi bon, aussi précis que d'habitude, mais bon, il y a des interceptions, il y a des petits paniers qui vont bien, il y a pas mal de choses. Et après, en plus, il y a le contraste avec son money time qui est d'une très grande qualité et qui est très clutch. Mais en fait, son match entier, lui aussi, il contribue à garder le Thunder dans le match, faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que le taf de Caruso, le taf de Chet Holmgren et le taf de Jalen Williams, qui sont les 3 joueurs qui gardent OKC dans le match avec un peu de Shai dans les moments décisifs. Et après, le money time est plus Shai, Chet. Je dirais ça. Chet ça. Dans le money time. Honnêtement, Chet Holmgren, homme du match pour moi. Je préfère le dire. C'est monstrueux. J'ai adoré son match. J'ai trouvé monstrueux. J'entends. Monstrueux. C'est Candace Parker notamment qui sort une phrase que j'ai trouvée assez bonne, mais où justement elle oublie Chet Holmgren, où elle dit que Jalen Williams a lancé le Thunder. Quand ça allait mal, en première mi-temps quoi. Jalen Williams a lancé le Thunder, Caruso a maintenu le Thunder, Shai Gilgeous a emmené le Thunder jusqu'à la ligne d'arrivée avec Chet Holmgren. Avec Chet Holmgren, elle le dit quand même. Elle ne place pas Chet Holmgren et moi j'ai cité le tweet en disant faut pas oublier le 4e quart de Chet Holmgren parce que putback, défense, isolation, ça on va y revenir. En fait, c'est vrai que moi je veux bien évidemment l'avis des gens qui ont pu voir le match, que ce soit en replay là en direct. Je suis totalement d'accord. C'est juste que c'était fou de voir à quel point. Tu vois par exemple fin du premier quart, en effet il y a 35-34, donc il n'y a que 1 point d'avance pour Indiana. C'est ça. Et en fait la réaction mais je te jure, mais unanime des gens, c'est pas
bon fight du Thunder, c'est comment se fait-il que les Pacers qui jouent aussi bien ne mènent que d'un? C'est fou en fait parce que tu te dis attends mais le Thunder n'arrive pas à rentrer un seul tir à 3 points. Ils repèrent encore des ballons comme si c'était encore un match de pré-saison. Shea, comme tu l'as dit, ne fait pas non plus un début de match énorme puisque c'est Jalen Williams qui fait surtout le boulot. Et Chet aussi un petit peu. Rappelez-vous, deuxième action du match. L'autre, il monte la balle avec un handle. On dirait Kevin Durant. Il te fait un petit comme ça, il te fait un pull-up là avec malheureusement c'est un long tout. Mais genre, moi honnêtement, hein, genre ce genre d'action, j'attends l'autre, il a ça dans son répertoire. C'est ça. Attention. Non, bien sûr. Et c'est vrai que quand tu avais la quantité du match, moi je me suis dit, et d'ailleurs quand je le tweetais, c'est marrant, il y avait des fans du Thunder dans le troisième quart-temps qui se disaient c'est totalement mérité, bravo pour les Pacers, ça va le faire. Il n'y a aucun signe positif qui peut te permettre de penser que le quatrième quart-temps de OKC, c'est ça qui est fou. Non, mais ça, je suis d'accord. C'est qu'en fait, autant le Game 1 était choquant par le finish, parce que c'est le shoot d'Haliburton là à la fin et tout, avec un bon Pacers comeback. Autant là, mais dans le troisième quart. Mais quand je te dis que j'aurais pas mis un centime sur le Thunder, il n'y avait rien qui allait dans leur sens. Parce que certes, Shea a mis certains points avant le quatrième quart, mais tout ce qu'on met en avant, c'est putain, mais quelle défense de Nembhard. Il y a 0 passe décisif pour Shea Gilgeous-Alexander. Il y a des plays défensifs qui sont atroces de sa part. Il se fait blow-by par TJ McConnell. Il y a des trucs où tu dis, mais les gars, vous ne faites pas le boulot. Ça boxe pas au rebond. Il y a des fautes à la con. Tu te dis, mais les Pacers sont en train de faire jouer le Thunder comme on les a jamais vus jouer cette saison. Et de voir ce revirement dans le quatrième quart, mais out of nowhere, en fait, ça me fait penser à ce truc que j'ai ressorti là, qui est un tweet de Bennett Durando. On est c'est pas tout à fait out of nowhere. Moi, c'est là où je mets de la nuance. Mais je vois très bien ce que... J'ai lu les commentaires et tout. Je vois ce que tu veux dire. Hein. J'entends. Je dis pas que c'est faux. Mais moi, j'ai quand même de la nuance là-dessus. C'est ce screen notamment qui a été ressorti que je trouvais formidable de 2-1 Denver demi-finale. Début de quatrième quart, plus 8 pour Denver. C'est un peu le même genre de délire qu'a fait OKC. Et en fait, à ce moment-là... Pas tout à fait, mais oui, je vois. Mais de se dire à ce moment-là que le Thunder va nous pondre ce quatrième quart et ressortir à 2-2, moi franchement, là, hier soir, à 4h30, 5h du mat', fallait être un peu zinzin pour le tweeter à ce moment-là. Non, mais ça, je suis complètement d'accord. Mais je suis complètement d'accord et je le comprends parfaitement. Moi, j'ai regardé le match ce matin au réveil en replay et je vois très bien ce que tu veux dire. Juste, je pense que c'est pas tout à fait aussi noir ou blanc, enfin binaire. Enfin, tu vois ce que je veux dire. On est dans les émotions du direct aussi. Hein, ouais, les émotions du direct. Et puis aussi, on est dans même on est dans on oublie. Enfin, c'est normal. Hein, même moi devant le replay et tout, j'étais là genre putain, waouh, Pacers, incroyable et tout. Puis après, quand si tu dézoomes un tout petit peu, tu te rends compte que le Thunder, en fait, ils n'ont jamais été à plus de 10 points, jamais. Donc, à 10 points des Pacers de retard. Oui. Donc je veux dire, pardon, mais genre depuis quand c'est un écart définitif 10 points, ça n'a jamais. Non, donc c'est vrai que les Pacers avaient la main sur le match. C'est vrai que le Thunder a mal shooté à 3 points. J'ai vu beaucoup la stat tourner. Sauf que j'ai vu beaucoup le pourcentage tourner. C'est vrai que le pourcentage est horrible. Par contre, ils en ont pris que 16. Tentative atroce et enfin pas assez de tentatives, pas assez de passes décisives. Ils ont 6 passes décisives, je crois, à la mi-temps. Ouais, ils en ont que 12 ou un truc comme ça sur le match. Donc ballon qui circule mal. Pourcentage à 3 points horrible. Par contre, attention au pourcentage. Pourcentage est horrible, mais par contre sur un volume petit, tout petit. 16-3 points aujourd'hui, genre il y a des équipes, il y a plein d'équipes, c'est dans le premier quart. Ça, tout à fait. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut relativiser. Ils ont été chercher beaucoup de lancers, ils ont été chercher beaucoup de points en drive. Jalen Williams, énorme. Ouais. Énorme là-dessus. Caruso aussi. Caruso, tout à fait. Mais Caruso, c'est pas les mêmes. Jalen Williams, c'est vraiment genre, je vais t'iso la gueule, je vais mettre mon épaule et tu vas rien pouvoir faire. Je vais aller comme ça ou je vais aller comme ça. Droite et gauche, l'en déséquilibre. Wow. Il est énorme. Hein, il est énorme. Franchement, respect là-dessus. Ils sont à 1 sur 12. En plus, que ce soit Nesmith, Nembhard, qui sont quand même pas des défenseurs pourris, ou Siakam ou quoi, il n'y a rien à faire. Il en a rien à battre. Il a des bras. C'est quoi sa wingspan à lui là? Je sais pas, mais en plus quand il passe l'épaule, après il arrive, il a un peu en déséquilibre, il est costaud et il arrive à se mettre main droite, main gauche. Il y a des mecs qui ont pris, alors que pourtant tu as des couvertures parfois de Siakam et compagnie qui sont chaudes, même Topin. Ouais. Ils sont à 1 sur 12 à un moment à 3 points. Il n'y a pas une passe décisive qui tombe. Non. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Non, parce que de temps en temps,
quand Jalen Williams ou Shai Gilgeous-Alexander font une différence avec un bon kick-out pour un mec ouvert à 3 points, le mec c'est tout juste s'il touche le cercle. À un moment, c'est qui là? Pourtant un bon Aaron Wiggins, je crois, bon Aaron shooter. Wiggins, ça rentre pas. Normalement, bon, Isaiah Joe, mettre, impact 0. Isaiah Joe, Aaron Wiggins. Pas envie de parler de Cason Wallace parce que pour l'autre, je crois que c'est un cauchemar là, le mois de juin. Là, va falloir oublier le mois de juin de Cason Wallace, je pense, parce que c'est trop compliqué là pour lui. D'ailleurs, hier, on n'a pas dit. C'est vrai qu'on n'a même pas dit. Big. Titulaire, Isaiah Hartenstein, double big. Bon, Hartenstein, c'est pas ses finales non plus. Hein. Absolument. C'est compliqué à dos. Mais je me posais la question, moi, de savoir si Marc Daigneault allait réutiliser le 5 qui a quand même mené OKC jusqu'ici. C'est avec Hartenstein titu que les mecs ils se tapent une des plus grandes saisons régulières de l'histoire et des playoffs de ma boule. Après, faut reconnaître que ça justifie beaucoup plus quand tu joues Jokic. Ah, c'est sûr. Ou quand tu joues du Gobert, Randle, tout ça, que quand tu joues Miles Turner et Siakam. Faut reconnaître. Absolument. Et c'est pas comme si ce retour du 5 majeur avait complètement bazardé Indiana, puisque preuve que non. C'est Indiana qui démarre très très bien le match là, premier temps mort là, il y a, je sais plus, à 19-12 ou 16-8 là, parce que ils sont complètement chauds à 3 points. Moi j'avoue que dans le Money Time, on va parler de plein de choses parce que je sais qu'il y en a qui attendent un seul terme, ça commence par art et ça finit par arbitrage. Bon Non mais c'est pas moi qui ai le truc. Je souffle aussi. Je dis juste qu'il y a plein de gens qui logiquement vont attendre qu'on puisse parler de ça, et moi je te propose qu'on en parle tout de suite, comme ça on next la chose, on va pouvoir parler de ce Money Time. C'est un match Scott Foster où on sait, moi j'en parle en direct, que ça peut être tout le temps YOLO, UKDA, tu peux avoir des plays où c'est littéralement devant les arbitres et tu dis mais faut ouvrir les yeux, ok. Par contre qu'on ne me dise pas que c'était, comme j'ai pu le lire, d'un seul côté ou de l'autre. En termes de fautes sifflées, en termes de lancers donnés, en termes de conneries qui ont pu être faites de droite et de gauche, moi je trouve que le déséquilibre dont certains parlent, il n'y est pas. Il y a eu certes certains calls qui parfois allaient à l'avantage d'OKC et que je peux comprendre qui peuvent faire basculer des momentum, mais alors quand je vois, et je les aime, mes fans des Pacers, qui me disent que ça a été un scandale et qu'en fait, désolé, on a un petit marché, on se fait broyer la gueule, non. Ça, moi, je veux pas l'entendre. OKC, c'est pas un gros marché en plus. Donc, exactement. C'est pas comme s'ils jouaient les Lakers. C'est pas, et tu vas me dire justement ton avis là-dessus sur cette histoire de temps d'arbitrage, ou peut-être que tu vas me dire on souffle et YOLO, mais c'est pas le trio arbitral qui ne boxe pas Chet Holmgren dans le 4e quart-temps. Ce n'est pas le trio arbitral qui commence à partir en hero ball avec 3 minutes à jouer et qui fait que tu marques qu'un point. C'est sûr, moi je te dis, j'ai vu les quelques tweets qui parlaient de ça, et là vraiment en toute sincérité, j'ai été surpris. Je m'y attendais pas. Il y a des matchs, je vois les replays. Oui, je dis, oula, putain, ça a parlé de l'arbitrage là, oh là là là. Ouais. Là, non, j'ai pas vu. Et au-delà même de compter les lancers, parce que tu peux avoir un très mauvais arbitrage et des lancers où il y en a à peu près autant de chaque côté, où parfois on voit l'argument inverse, dire, oui, ils ont eu beaucoup plus de lancers que nous, l'arbitre, non, parfois tu as beaucoup plus de lancers de l'adversaire parce que tu vas les chercher. Là, il y a quand même quelque chose qui est réel, c'est que je peux comprendre, il y a des fautes d'arbitrage, et encore il y a même des trucs où je suis pas d'accord. Moi je trouve que par exemple les fautes débiles qui ont été sifflées avant remise en jeu là, tu sais, de Mathurin par exemple, il en prend mais ça après c'est les 3 dernières minutes là, c'est l'horreur des Pacers. Oui, mais ça c'est pas des... Je pense que c'est avant. Mais j'ai vu des gens critiquer et tout machin. Non, avant, je veux bien vous dire ok, il y a des fautes qui sont pas sifflées sur certains plays défensifs des Pacers, du Thunder, ouais, Shai un peu trop de lancers. Moi je sais pas, Shai ou Jalen, ils sont vraiment allés les chercher en fait. Et autre point très important, ils les ont mis. Parce que là, j'ai les stats sous les yeux, t'as laissé 8 lancers sur le carreau côté Pacers. Ouais. 25 sur 33. Et le Thunder qui peut avoir comme talon d'Achille un petit peu cet aspect-là est à 34 sur 38 et surtout Jalen Williams 11 sur 11 et Shai 10 sur 10. C'est-à-dire que eux, ok, alors allons-y. Et Chet 6 sur 6. Et Chet 6 sur 6. Donc voilà, Chet 14 points, 15 rebonds, 6 sur 6 au lancer. Bref, pardon. Mais j'entends sur le homme du match, moi j'avoue, j'ai un autre avis, mais attends, voilà, je veux juste parler de lui parce que je trouve que il est énorme sur. Moi, je comprends, son 4e quart est vraiment clutchissime, mais moi, son match entier, je le trouve vraiment excellent. Je vois pas beaucoup de. J'ai pas beaucoup de choses à redire sur son match. Un tir ou deux mal pris, là, vite fait en attaque. Franchement, c'est ultra. Tout ça en se faisant la cheville d'ailleurs dans le premier quart. En plus, il se fait mal. Ouais, non. Franchement, énormissime. Mais pour en revenir, donc l'arbitrage, on peut faire le détail et on va trouver des erreurs d'arbitrage qui ont désavantagé les Pacers. On pourrait même en trouver certaines qui ont désavantagé le Thunder. J'avais des honneurs parce que c'était le cas dans le début de 4e quart. Ce qui est sûr, c'est que les Pacers menaient de 4 à 3 minutes de la fin. Ou 3 minutes 30. C'est ce tweet là.
3 minutes 20, voilà, le tweet très précis. Voilà. J'ai été obligé de mettre ça en majuscule. Il menait de 4. Le run est de 12-1 sur les 3 dernières minutes 20. Dans ce run de 12-1, il y a Bénédicte Mathurin qui fait 1 sur 14. Bénédicte Mathurin, mon gars. Il y a Miles Turner qui, genre, Carlisle est obligé de le sortir pour remettre Topin. Ah, il met plus un shoot. C'est pas normal, ça. Il y a Haliburton, c'est pas le pire il a transpercé. C'est très très bien le money time voilà, d'Haliburton. C'est juste à la fin où juste désolé, Aeroplay, bon, c'est bien défendu en plus. C'est bien défendu, puis c'est Aeroplay, ok, mais bon. C'est pas un énorme joueur d'ISO en plus, Haliburton. Et il peut le mettre en plus. Ça se trouve, tu vois, s'il le met, on dit alléluia. Voilà. Mais oui, il transperce la défense d'OKC par 2 fois, dont une fois il y a Shai et tout. Il y a des finitions avec la planche de Tyrese. Finition de ouf et tout, vraiment, il est là. Mais quand le Thunder pose son run de 9-0 là, c'est-à-dire qu'il y a 103 à 99 comme le disait le tweet et ça passe à 108-103. Là, il y a un problème côté Pacers, c'est un problème qu'ils connaissent bien puisqu'ils l'ont imposé à d'autres gens en face. C'est que ils se retrouvent face à un cadenas, pas de surprise, OKC cadenas. On en a parlé dans le Game 3, on voulait la meilleure version défensive de KC, elle est venue avec 3 minutes à jouer. Il n'y avait plus rien. Cadenas de malade. Vous voulez switcher sur Chet Holmgren, vous êtes des malades. Non, cadenas de fou furieux, des efforts de tous les côtés. Shai, Caruso et Jalen Williams, ils sont sur toutes les lignes de passe. De faire une passe, c'est difficile, là, dans ce genre de moment. Et après, ils prennent l'ascendant. C'est-à-dire que tu as Haliburton qui transperce la défense du Thunder pour passer à 103-99. Donc à 3 minutes 20, c'est un drive d'Haliburton, transperce tout. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Shai Gilgeous-Alexander, 3 points dans ta bouche. Énormissime. Ce 3 points-là, honnêtement... C'est un des plus gros shoots de la série. Ah, clairement. Et derrière, énorme défense. Ensuite, on a quoi? Petit jumper de Shai. Ils sont devant. 104-103. Et là, ça switch. Et là, ça switch tout à fait. C'est notamment sur ce jumper là de Shai qu'il y en a. Est-ce qu'il a marché? Est-ce qu'il y a push-off? C'est reparti dans des replays dans tous les sens. Le fait est que Shai. Mais bien sûr. Mais c'est parce qu'il est à 1 mètre de Scott Foster et que des gens se disent enlève tes lunettes, Stevie Wonder. Mais le fait est que il met 15 de ses 35 points. Ils veulent une faute offensive, les gens là-dessus? Marché, faute offensive, push-off, ce que tu veux. Mais bon, c'est du tiki-tac, foul. Moi, je pense que tu laisses jouer parce que notamment dans la continuité des derniers matchs. Ça laisse jouer aussi. Il n'y a pas eu des fautes flagrantes. Là, il y a eu de la flagrante qui a été sifflée, mais sinon, sur l'ensemble de la série, c'est plutôt laisser jouer. Ce qui fait d'ailleurs que la qualité de regarder ces finales NBA, c'est qu'on n'a pas des matchs hachés dans tous les sens. Tu as 15 de ces 35 points qui sont mis chez Gilgeous-Alexander. En mode MVP takeover, il nous fait une fin de match de patron. Cette bascule-là, tu as totalement raison de la mentionner. C'est à ce moment-là qu'on a Superman qui débarque sur le parquet et qui fait « Mesdames et messieurs, je suis le meilleur joueur sur le parquet, vous n'allez pas faire grand-chose. » Et là aussi, il y a l'investissement défensif qui n'était pas sur le début de match. Tu l'as bien dit, ça vole de partout sur les plays défensifs. Il y a les X-Men derrière. Tout à fait. Mais c'est vrai que Shai aussi est plus là défensivement. Alors qu'avant, il y avait des plays défensifs où je me disais, mais mon gars, il revient en trop temps. Alors, ils sont aussi carbo, parce que pour aller tenir la cardio des Pacers sur 36 minutes, c'est chaud. Ça s'est senti aussi. Physiquement, les Pacers, on sous-estime beaucoup la cardio de cette équipe. La pression qui t'oblige à tenir. Des deux côtés du terrain, c'est ma boule. Sur ces 3 dernières minutes, Chet est énorme sur les isolations défensives et met des putbacks de fou furieux pour maintenir le Thunder dans le match. Chet, t'as bien dit, fait le boulot. Des situations des Pacers qui ne sont juste pas bonnes. Et en fait, c'est là aussi que j'en reviens à Rick Carlisle qui en a parlé, parce qu'il ne s'est pas, lui, déversé dans l'arbitrage du tout. Rick Carlisle, il le sait que ces Pacers ont perdu le match. 6 minutes à jouer. Les 2 équipes sont dans le bonus. Donc, à portée de main d'aller chercher des points faciles. Il y a une équipe qui a apposé sa défense et qui a dit stop, et l'autre qui allait chercher ses points. Et c'est là qu'en effet, tu as 31-17. Et c'est un des meilleurs à ça. Et donc en effet, pas de Miles Turner, qui n'a plus rentré un shoot, on l'a regardé tout à l'heure, il a quoi, 0 sur 6 Tout à l'heure, on a regardé à 3 points. Au milieu du 3e quart, il est déjà à 10 points et il finit à 12 points. Donc ça déjà, c'est pas bon signe. 0 sur 6 à 3 points sur l'ensemble du match. Heureusement, il est allé chercher des lancers. Mais il y a quand même 5 fautes. Enfin, c'est vraiment pas un bon match de Miles Turner. Vraiment pas un bon match. Et
À sa décharge, il avait en face de lui un pivot qui l'a mangé. Tout à fait. Holmgren qui a été énorme. Il n'est pas épais, Holmgren, mais tu sais qu'il peut avaler des sacrées quantités de barbac de pivot. Tout à fait. Wow. Là, à 6h du match, je parlais avec certains fans du Thunder qui étaient en sueur et en PLS dans leur salon, salut Thunder France, qui se disaient genre, mais on a vraiment gagné ce match. Et en fait, c'est ça où je voulais te poser la question, c'est victoire d'OKC. Il y a 2-2 dans la série. Donc, tu as fait ce qu'il fallait comme à Denver, dans un registre un peu différent, mais tu retournes à la maison à 2-2. C'est quoi le sentiment? C'est les Pacers ont gravement laissé passer leur chance. Le Thunder a repris le contrôle de la série. C'est quoi le sentiment? Parce qu'il y a de tout, en fait. Moi, par exemple, j'ai pas l'impression que là, hormis ce 4e quart-temps, le Thunder a été incroyable. J'ai vu beaucoup d'Egno pianoter et il s'avère que dans le 4e quart-temps, t'es meilleur. J'ai surtout l'impression et le sentiment, tu vas me dire toi, mais que les Pacers ont laissé passer une chance énormissime. Toi, c'est plutôt quoi? Ils étaient à plus 10 dans le 3e quart et tout. Ils avaient les mains sur le volant, tout ça. Bon, ils ont raté l'occasion de mener 3-1. On connaît les stats quand tu mènes 3-1. Donc, ils ont raté une occasion énorme. Pour autant, je suis d'accord. Le Thunder n'a pas non plus fait une démonstration. Ils ont fait un match où ils ont réussi à l'arrache, à la grinta, à rester dans le match. Et derrière, ils ont fait le money time qu'il fallait. Donc, voilà comment je décrirais ce match. Donc, la série va repartir à Oklahoma City. Il y a 2-2. Les Pacers, vu le genre, là, vu ce qu'ils nous montrent, c'est pas du tout le genre à avoir lâché mentalement. Non. Pas du tout le genre. Non. Genre, tu peux avoir un Game 7. Hein. Tu peux avoir un Miles Turner game. On peut. Il y a une vraie probabilité là. Là, la probabilité commence à être sérieuse. Ouais, lundi soir, le Game 5. Donc, les Pacers savent évidemment qu'ils auraient dû, même pour certains, gagner ce match. Ils connaissent, ça fait plusieurs fois, on va arriver dans le 5e match de la série, ils connaissent la recette qu'il leur faut pour mettre à mal cette équipe du Thunder. Ils savent, et ils se le sont montrés, et ils l'ont montré au Thunder, ils savent que leur défense, et ça on l'avait peut-être, moi je l'avais peut-être pas aussi bien vu venir, en tout cas en preview, genre la défense, les armes défensives des Pacers sont vraiment bien pratiques contre le Thunder. Ils ont les vrais joueurs extérieurs qu'il faut pour emmerder Shea et Jalen Williams, qui même si c'est des joueurs énormes et qui vont trouver des solutions, la preuve là ils mettent 60 points à 2, donc attention. Hein. Ils ont le duel Miles Turner-Holmgren, donc là Holmgren vient de manger Miles Turner et tout machin, mais au match d'avant, Turner il nous fait un 4e quart de fou malade, mais c'est une match-up, elle est pas si... Enfin, Turner pour matcher Holmgren ou Holmgren pour matcher Turner, ça marche pas si mal. Super match-up pour les Pacers. Le Thunder a quantité de types à envoyer sur Haliburton. Voilà. Donc en gros, ce sont deux équipes qui ont vraiment c'est difficile de trouver des mismatchs. Tactiquement, les deux coachs font des efforts assez incroyables pour modifier rotation, 5 majeurs, machin. Bref, c'est assez impressionnant. On a vraiment des rotations 8, 9, 10 de profondeur. Et donc, match 5, le Thunder a récupéré l'avantage du terrain. Ils sont passés à ça d'être menés 3-1. Donc forcément, eux, ça va leur faire un coup de boost mentalement, forcément. À la maison, ils doivent prendre ce Game 5. Si jamais, par malheur, pour eux, ils se faisaient fumer par les Pacers et qu'ils devaient retourner à Indiana en étant menés 3-2, ça pue. Bon, après, ces playoffs 2025 nous ont montré que tout est possible. Tout à fait. Mais en admettant le Thunder favori va prendre le Game 5 et va revenir à Indiana, les Pacers tout à fait capables de prendre le 6 en disant, tu sais quoi, nous, c'est pas fini. Bonjour. Bien sûr. Bonjour, c'est pas fini. Donc là, vraiment, ça casse tous les scénars. Ouais, c'est ça que j'ai peut-être le moins vu, moi. Je pense que les deux équipes se match-up très très bien. Elles se gênent de fou, quoi. C'est une finale. Elles s'envoient des joueurs pour se gêner. À chaque fois, t'es là, tu fais ouais, c'est vrai que Nembhard, il est bien fait pour emmerder Shea. Super pour Shea, ils se connaissent bien les Canadiens, tout à fait. Et Nesmith, là, tout bien costaud, il emmerde Jalen Williams. En tout cas, en premier rideau, plus du Siakam, par exemple, Carlisle. Turner fait pas le match qu'il faut, mais son Siakam Topin, c'est emmerdant comme raquette pour le Thunder. Et on a d'ailleurs vu Daigneault appuyer sur plein de boutons. Autant Carlisle, je trouve, garde son clavier et dit moi je connais ma méthode, on reste dessus, on y va. Autant il tâtonne moins, on dirait. Autant Daigneault, c'est ça, on sait pas si le terme c'est tâtonner ou tester, mais moi je trouve que Daigneault, hier soir, moi je suis passé par toutes les émotions. J'ai eu Daigneault qui m'a dit les gars, on remet le 5 majeur, on va remettre Hartenstein. Et en même temps, on a un truc, c'est un détail, mais un détail qui va s'avérer énorme pour le 4e quart. Il y a un changement qui est fait dans le premier quart, qui est un truc qui n'a quasiment pas eu lieu depuis octobre. Remplacement de Shai Gilgeous-Alexander, qui était cramax. C'est un truc, les fans du Thunder le savent, normalement Shai il joue tout le premier quart-temps. Là, Daigneault dit, si on est... En gros, on va peut-être pas remporter la bataille, mais on va remporter la guerre.
Je vous laisse le premier quart, on va voir là. Mais j'ai envie d'avoir mon meilleur joueur qui est en forme dans le quatrième quart. Et ça paye. On a des tests qui sont faits. Allez, tiens, un bout de Kenrich Williams. Bon, allez, pas mal. Un gros bout hier. Hein. Oui, tout à fait. Enfin, mais un gros, mais on ne sait pas trop avec Kesson Wallace ce que ça va donner. Tiens, remets-moi le double big. Ah, Aaron Wiggins, ça marche pas. Vraiment, moi, je serais pas étonné si Daigneault nous invente encore des choses sur le Game 5. D'ailleurs, contre Denver, toi et moi, on se disait ah mais non, faut sortir Lou Dort. Et il était en conférence de presse en train de dire il y a quoi Lou Dort, j'ai fait confiance dans le quatrième quart. Il avait fait un énorme quatrième quart contre les Nuggets. Lou Dort, peut-être dans les stats, ça se voit pas tant que ça, mais il fait un bon match. Non, mais il fait son match encore. Hein. De toute façon, Lou Dort, il est à 80% à 3 points sur les finales et il a encore défendu comme un plomb en sortant derrière les écrans. Sur le Game 5, avant de partir sur les pronos, moi j'avoue que là, on balance toutes les fiches. Parce que là, il n'y a personne qui est capable, toi, moi, qui que ce soit, de pouvoir prédire ce qui va se passer. On est sur une série tellement imprévisible. Moi, il n'y a rien qui me semble prévisible, hormis le Game 2 du Thunder où on a senti qu'ils allaient revenir tout énervés et mettre le verrou. Il n'y a aucun match où j'ai senti qu'on pouvait voir quelque chose d'anticipable. Je dis quand même Thunder. Game 5 Thunder. Thunder mène 3-2, ça revient à OKC, ça revient à Indiana. Dans quel format de match? Genre c'est serré encore cette affaire. Le mec vient de dire on peut pas prévoir. Non mais on pronostique, tu vois. Non, je suis d'accord, mais on pronostique. Dans quel c'est une genre c'est serré, on est encore en money time de foot 1 ou est-ce qu'on a un game 2? Je pense que ça peut être serré. Après, oui, le scénario du game 2 est imaginable, mais c'est plus un scénario que j'imaginerais en sortie de défaite du Thunder. Oui. Tu vois, genre si le Thunder avait pris le 3 et s'était fait déboîter dans le 4 et là c'est l'inverse, donc ça va pas, ça marche pas. Moi je vois plutôt un match serré parce que les Pacers sont prévenus. Ils sont déjà allés là-bas. Ils en ont gratté un en faisant un comeback et ils ont perdu le deuxième en se faisant quand même bien déboîter, le plus gros déboîtage de ces finales. Donc ils sont prévenus, ils vont tout faire pour essayer d'éviter ça. Comme je disais tout à l'heure, on voit bien, ce sont des scorings côté Pacers, surtout il y a du scoring très équilibré. Côté Thunder, on a deux énormes gars qui scorent. Bon, puis là par exemple on a Caruso qui sort des matchs où il met 20 points et tout. Mais sinon côté Pacers, Haliburton est le meilleur probablement joueur offensif avec Siakam. Siakam est plus scoreur, Haliburton plus scoreur-passeur. Mais après, est-ce que c'est Turner? Est-ce que c'est Nesmith qui fait tomber dedans? Là, on a encore dans le match 4, là, on a 17 points de Obi Toppin. Enfin, tu vois, il y a pas mal de menaces. Donc, ils le savent, ça, les Pacers, ils vont jouer là-dessus. Leur objectif est bien évidemment d'être dans le match. Éviter le scénario à la Game 2 où tu te fais tellement déboîter sur un carton qu'après, tu n'arrives plus du tout à revenir. Éviter absolument ça. Ils savent qu'ils vont prendre une grosse pression publique, cadenas, machin et tout. Maintenant, ils ont les donc je vois match serré, victoire du Thunder. Factor X. Parce que autant il y a eu chaque match, hein, juste pendant que tu réfléchis. Game 1, merci Obi Toppin plus le buzzer beater d'Haliburton. Game 2, Aaron Wiggins. Game 3, bon bah là, Mathurin McConnell, hein, ça y avait pas de problème. Et Game 4, là, qui vous voulez, hein, franchement, mais c'est Caruso, Chet Holmgren, J-Dub et Shea dans le quatrième quart. Donc là, c'est qui surtout le Factor X pour toi, un gars qui va faire la diff côté Thunder? Je dirais ça va être le match où Kesson Wallace il va mettre ses tirs ouverts. Allez, le réveil du casson. Kesson Wallace, c'est dur ces finales pour lui. C'est trop dur là. Mais en défense, il se bat et il rate des tirs ouverts. C'est dommage. Il perd des ballons en plus. Enfin, il perd un peu des ballons. Après, il y a des possessions où je comprends le délire du Thunder, mais là, c'est peut-être là où les Pacers sont très malins tactiquement. On a dit il n'y a eu que 10 ou 12 passes d'aise sur le match et tout, mais c'est aussi parce que quand il y a du Jalen Williams ou du Shea avec la balle, donc c'est les deux porteurs de balle principaux, machin, nanana, ils essayent beaucoup de laisser Nembhard, Nesmith et ou du Siakam Shepard se débrouiller avec des rideaux défensifs derrière, mais il n'y a pas trop forcément de prise à deux, de pression si haute, parce qu'en fait, ce sont deux joueurs qui vont très bien répondre et faire des différences. Par contre, dès que c'est Kesson Wallace, Caruso ou des gars comme ça, ou Aaron Wiggins qui ont la balle, là, il y a pression de bâtard. Ils essayent de leur faire perdre des ballons. C'est assez malin de la part de la défense des Pacers, ça. Thunder win. Toi aussi. On va être. Moi j'ai dit j'ai balancé mes fiches. Hein. Moi maintenant c'est les gens qui me disent mais si c'était prévisible, j'ai envie de dire asseyez-vous comme nous là et juste profitez de ces finales parce que c'est imprévisible. Personne peut imaginer ce qui va se passer d'un quart-temps à un autre et d'un match à un autre. Game 5, tout est dans la balance. Je pense qu'on va être plutôt sur le premier match à potentiellement moins de 200 points. Genre un match compliqué. Compliqué offensivement pour les deux équipes. Ça défend le plomb, personne veut lâcher et c'est un match où il va falloir gagner 100 à 96, tu vois.
Je surveillerai de très près Aaron Nesmith qui nous a pas encore fait son, le match à 5 sur 7 à 3 points, dont 4 dans le 4e quart-temps. Par contre, il se bat. Par contre, il se bat de fou malade. Mais je vais le surveiller aussi parce que excellent ajustement du Thunder dans le 4e quart, notamment par Daigneault. Dès qu'ils ont vu qu'Aaron Nesmith et Nembhard étaient présents, ils ont switché pour que Shai puisse attaquer plus sur Nesmith que sur Nembhard. Et ça s'est senti dans le 4e quart. Différents types de défenseurs. Nembhard, le point de gravité beaucoup plus bas, qui vient chercher Shai très très vite physiquement, alors que Nesmith aime bien être un peu plus tonique, il y a eu des fautes de merde. Et puis Nembhard, il a cette qualité de défenseur un peu liane. Un peu sneaky. Il laisse shooter sans laisser shooter, mais en même temps il met la main dans la gueule. Il file bien dans les écrans. Nesmith est plus frontal. Et donc du coup, moi je vais surveiller Aaron Nesmith sur l'ensemble de la rencontre, mais je pense que c'est une Thunder win dans le Money Time. Un truc, ultra défensif. Et on va être... Parce que de toute façon, excusez-moi, mais autant le dire, on l'a répété, le Thunder gagnera ce genre de match. Les Pacers sont à 104 points. Il n'y a pas pour moi de victoire du Thunder s'il y a 118-118 avec 2 minutes à jouer. C'est là d'ailleurs où les Pacers peuvent beaucoup s'en vouloir. On est d'accord là-dessus. Ouais, complètement d'accord. Je renchéris là-dessus. Je te dis, c'est là où les Pacers peuvent vraiment s'en vouloir sur ce Game 4. C'est que, quelque part, dans le 4e quart, c'est pas... Leur défense, bon, il y a des erreurs, on peut dire il y a quelques fautes qui ne devraient pas... Ok, très bien, mais c'est leur attaque qui a failli. Putain, Parce il y a un gros cadenas en face, mais d'habitude, le Thunder trouve. Ouais. Le Thunder répond. Mathurin, 1 sur 4 au lancer, chier. Turner, ça va pas. Et Nesmith qui rate. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est leur attaque qui a failli. On n'a pas trouvé Siakam. Enfin, ils ont 87 points au bout de 3 quarts temps, les Pacers. Ils n'en mettent que 17 dans le 4e. Non, c'est une chute. C'est leur attaque qui a failli. Dites-nous ce que vous pensez de ce Game 5. Ça, ce sera à surveiller, évidemment, l'attaque des Pacers. Rendez-vous ce lundi. On est sur des playoffs incroyables avec une finale exceptionnelle. Montée à bord. Là, on y est, ça va être incroyable. On vous fait des gros bisous. Bon week-end à toutes et à tous. Ciao. J'attends en commentaire. Bisous. Et à lundi soir pour le Game 5. Ciao.